Le voyage dans la Lune. Les membres de l'Institut d'astronomie incohérente sont réunis dans la grande salle de l'observatoire, où l'on découvre de nombreux instruments. Les présidents et les membres du comité entrent et chacun s'assoit. Voici maintenant l'entrée de 6 jeunes garçons apportant les télescopes. Le président Barban-Fouilly s'installe sur sa chaise et explique aux membres réunis ses plans pour un voyage dans la Lune. Son projet est approuvé par beaucoup, mais l'un des vénérables savants présents s'y oppose avec vigueur. Après quelques échanges assez francs, le président lui jette à la figure ses livres et ses papiers. Alors que l'ordre revient progressivement, le voyage proposé est voté par acclamation. Cinq érudits se décident à l'accompagner dans son voyage. Les assistants apportent les costumes de voyage. Président Barban-Fouilly confirme la sélection de ses 5 accompagnateurs. Ce seront Nostradamus, Alcofribas, Oméga, Micromégas et Parafaragaramus. Ils entrent à l'intérieur de l'atelier où forgerons, mécaniciens, maîtreurs, charpentiers et tapissiers travaillent dur pour terminer la machine. Un Micromégas tombe accidentellement dans une cuve d'acide nitrique. Ce n'est pas grave. Un ouvrier informe les astronomes que s'ils désirent monter sur les toits, ils seront les témoins d'un spectacle splendide, le moulage du canon. Les astronomes font hâte vers une échelle et grimpent sur le toit, qu'ils finissent par atteindre. Au loin, à l'horizon, les cheminées crachent d'énormes quantités de fumée. Soudain, un drapeau est hissé. À ce signal, une coulée d'acier en fusion est dirigée de chaque fourneau vers le moule du canon. Du moule s'échappent des flammes et un nuage de vapeur, ce qui a pour effet de réjouir encore davantage les astronomes enthousiastes. Sur l'échafaudage qui domine les toits de la ville, d'importants préparatifs s'achèvent. L'obus est en position, prêt à accueillir les voyageurs. D'ailleurs, ceux-ci arrivent. La foule enthousiaste les salue par des acclamations. Ils entrent enfin dans l'obus.
un marin referme l'opercule à travers lequel ils étaient entrés. De jeunes marins artificiers poussent maintenant l'obus vers le haut et ainsi incliné, il entre dans la bouche du canon. Ce dernier est chargé et la culasse est refermée. Chacun attend avec anxiété le signal qui donnera le départ de l'obus pour le grand voyage. L'officier donne le signal. Le canon est mis à feu, le coup part. Et l'obus disparaît dans l'espace. L'obus se rapproche à chaque minute et la Lune se fait rapidement plus grande jusqu'à atteindre finalement des dimensions colossales. Soudain, l'obus vient transpercer l'œil de la Lune. L'obus s'écrase dans un vacarme d'enfer. Les astronomes en sortent et sont émerveillés à la vue de ce paysage si nouveau pour eux. Dans le lointain, par-delà l'horizon, la Terre s'élève lentement dans l'espace et ce clair de terre illumine la scène d'une lumière irréelle. Les astronomes explorent ce territoire étrange couvert de cratères. Alors qu'ils s'apprêtent à s'éloigner, une explosion renverse violemment les infortunés explorateurs dans toutes les directions. Les astronomes montrent maintenant quelques signes de fatigue. Après un voyage si dur, c'est normal. Ils s'étirent, s'allongent sur le sol et s'endorment. Dans leurs rêves, ils voient passer des comètes, des météores. 7 étoiles gigantesques, représentant la Grande Ourse, apparaissent progressivement. Et sur chaque étoile, l'on voit des têtes de femmes qui semblent contrariées de la présence de ces inconnus sur la Lune. Puis les étoiles sont remplacées par la vision admirable de Phébé, assis sur un croissant, de Saturne, qui sort par la lucarne de son globe entouré d'un anneau, et de 2 jeunes femmes charmantes qui portent une étoile. Ces derniers décident de punir les intrus de manière exemplaire. Sur ordre de Phébé, la neige commence à tomber de tous les coins, couvrant le sol de son manteau blanc. Le froid devient terrible. Les infortunés voyageurs se réveillent, à moitié glacés. Ils décident, sans hésitation et malgré le danger, de descendre à l'intérieur d'un cratère, dans lequel ils disparaissent un à un, alors que dehors, la tempête de neige est toujours déchaînée. Les astronomes arrivent à l'intérieur d'une grotte des plus curieuses, remplie d'énormes champignons de toutes sortes. L'un d'entre eux ouvre son parapluie pour comparer sa taille à celle d'un champignon. Mais soudain, le parapluie prend racine et se transforme à son tour en champignon qui grandit petit à petit jusqu'à atteindre des proportions gigantesques. Soudain, les astronomes remarquent d'étranges créatures qui sortent de sous les champignons et se livrent à de singulières contorsions. Ce sont les sélénites, les fameux habitants de la Lune. L'un des sélénites se précipite sur un astronome qui se défend et d'un coup de parapluie fait exploser le sélénite en 1000 morceaux. Un second subit le même sort, mais les sélénites se font de plus en plus nombreux. Les astronomes, terrifiés, s'enfuient, tentant de sauver leur existence, et les sélénites partent à leur poursuite. Succombant sous le nombre des assaillants, les astronomes sont capturés, ligotés et emmenés au palais du roi des Sélénites. Sur un trône majestueux, entouré d'étoiles vivantes, le roi des Sélénites est assis. Le président Barbanfouillis se précipite vers le roi des Sélénites et le soulevant à bout de bras comme une plume, le jette violemment au sol. L'infortuné roi explose comme une bombe. Les astronomes s'enfuient, profitant du désordre général. L'armée des Sélénites est à leur poursuite.
Les astronomes courent à perdre haleine, se retournant à chaque fois qu'un de leurs poursuivants est à leur portée pour réduire la fragile créature en poussière. Mais le nombre sans cesse croissant de sélénites contraint les astronomes, qui n'ont d'autre alternative, à reprendre la voie des airs. Le dernier des astronomes est entré dans l'obus et ferme la porte vers l'extérieur grâce à la courte avance qu'ils ont pu réussir à conserver sur leur adversaire. Seul l'un d'entre eux, le président Barbanfouilly, a été laissé à la traîne. Il se précipite pour saisir une corde qui pend à l'avant de l'obus et, se laissant glisser dans le vide, le fait basculer au bord de la Lune. Un sélénite arrive en courant, grimpe sur l'obus pour tenter de le maintenir et est entraîné avec le projectile, l'accompagnant dans sa chute. L'obus tombe dans l'espace à une vitesse vertigineuse, puis la mer apparaît. Nous suivons toujours la course folle de l'obus au fond de l'océan. L'obus se retourne et, grâce à l'air hermétiquement fermé à l'intérieur du projectile, il remonte lentement à la surface, à la grande surprise des poissons. L'obus est pris en remorque par un navire de passage qui l'emmène jusqu'au port. Le sélénite est toujours cramponné au projectile. Sur la place du marché de la ville, la foule attend les astronomes. La fanfare municipale se met en marche, suivie par les marins qui tirent derrière eux l'obus de la Starfilm. Le maire congratule les astronomes et leur décerne en grande pompe la distinction de chevalier de l'Ordre de la Lune. Une statue à la gloire de la science, représentant Barbanfouilly victorieux de la Lune, est érigée sur la place centrale de la ville pour commémorer cet incroyable événement. Et sur son socle, on peut lire « Labor Omnia Vincit ».